Dans l'actualité ce samedi, l'entretien entre le chef de l'État et le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, est en Côte d'Ivoire pour travailler sur la revue des programmes, des projets et des politiques de l'institution. Dans 72 heures se tiendra une cérémonie marquant le lancement officiel de l'opération d'indemnisation des victimes survenues en Côte d'Ivoire, annonce faite hier par le président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, Konarive Monseigneur Awana Siméon. Et puis le ministre de la Culture et de la Francophonie a donné hier le top départ pour la tenue des manifestations au Palais de la Culture de Treichville. Maurice Kwaku Bandama a aussi annoncé la fin de la gratuité et des faveurs dans la location des salles de cet établissement qui avait été fermé au public pendant 2 années. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. Au sommaire également, la page culture qui traite ce soir d'une histoire pour le moins inédite. Il est question de mariage de prêtre. Le titre de l'ouvrage, Le divorce de Dieu, une œuvre de Justin Miessan qui répondra à nos questions. Ce sera bien sûr dans une demi-heure. Le chef de l'État s'est entretenu hier avec le président de la commission de l'UEMOA. Cheikh Hadjibou Soumaré est en Côte d'Ivoire pour travailler sur la revue des programmes, des projets et des politiques de l'institution. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Le président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Objectif, rendre compte des actions de l'institution et également expliquer le travail effectué dans les différents pays membres de l'Union. Notre traité est un traité qui est basé sur le principe de la solidarité. Et qui dit principe de la solidarité dit que tous les États doivent pouvoir aller ensemble, que nous ayons un espace unifié, que tout ce qui se fait ici en Côte d'Ivoire puisse avoir aussi un effet d'entraînement sur l'ensemble de nos économies. C'est donc ce fondement de la solidarité qui nous pousse aujourd'hui à faire ce travail dans les différents pays et à pousser donc chaque pays à pouvoir avoir un développement ordonné dans l'ensemble que nous formons, l'UEMOA, qui peut être considéré comme un seul et même pays. Le président de la République a été désigné par ses pairs pour ce qui concerne l'UEMOA pour travailler sur la recherche de financement de toutes nos économies. Vous avez vu ce qui est en train de se faire pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les chefs d'État avaient souhaité qu'ils puissent travailler pour le plus grand bien des 8 pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, a exhorté le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, à travailler davantage pour lutter contre le chômage des jeunes en Afrique. Cheikh Hadjibou Soumaré est en Côte d'Ivoire pour travailler sur la revue des programmes, des projets et des politiques. L'UEMOA est la deuxième zone de croissance mondiale. Lui aussi avait eu un tête-à-tête hier avec le président Ouattara. Le président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, a quitté Abidjan aujourd'hui à la mi-journée après 2 jours de visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il a été salué, vous le verrez sur ces images à son départ, par le président ivoirien Alassane Ouattara, avec à ses côtés le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ainsi que plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Avant de regagner Ouagadougou, Michel Kafando a échangé avec ses compatriotes ce samedi au Sofitel Abidjan Hôtel d'Ivoire. Il a invité la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire à se conformer aux lois de leur pays d'accueil. À Ouattara. Une rencontre sous forme d'échange direct qui a permis au président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, de faire le point sur la transition en cours et répondre aux préoccupations de la communauté burkinabé résidant en Côte d'Ivoire. Communauté qui, par la voix de son porte-parole, El Hadj Issaka Kindo, a félicité le président Michel Kafando pour sa nomination à la tête de la transition, avant d'ajouter que cette visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire est porteuse d'espoir pour la diaspora burkinabé. Au-delà du réchauffement des relations de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ce sont les liens de sécurité, d'amitié et de fraternité entre les 2 peuples qui se renforcent et que nous saluons. Cette visite officielle traduit aussi votre attachement à la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du traité d'amitié et de coopération signé le 29 juillet 2008.
Le président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, s'est pour sa part dit impressionné et heureux de la mobilisation des Burkinabés à l'occasion de sa visite en Côte d'Ivoire. Votre présence ici pour nous constitue un symbole fort. Et c'est par là aussi que je vais vous dire que tâchez de mériter vraiment votre existence, votre présence ici en Côte d'Ivoire, un pays qui vous accueille, un pays qui est disposé en tous les cas à vous donner toutes les facilités, un pays qui a démontré aussi qu'il a l'esprit d'accueil, l'esprit d'hospitalité comme celui-là que nous avons en Côte d'Ivoire. Au Burkina, nous allons organiser les élections à partir du 11. Ça va concerner les élections législatives et présidentielles couplées. Parce que si nous avions voulu faire des élections séparément, d'abord les présidentielles, ensuite les législatives et les municipales, nous aurions multiplié le budget des élections par 3. Comme il y a un problème de financement, ces élections seront couplées. Ensuite, nous aurons les élections municipales, mais ça sera au mois de janvier. Donc, les choses vont bon train. Difficulté que nous avons eu aussi, c'est le problème de financement. À l'heure actuelle, nous n'avons pas bouclé le financement. Bon, nous avions quand même déjà vu les difficultés et on avait réservé dans le trésor public 26 milliards de francs CFA. Et bon, au fur et à mesure, nos différents partenaires complètent. Mais je n'ai pas d'inquiétude, je me dis que sur le plan du financement, nous aurons le nécessaire pour pouvoir aller à ces élections-là. Pour lui, sa rencontre en terre ivoirienne avec le président de la République Alassane Ouattara est le couronnement de tout ce qui a été entrepris depuis le début de la transition. À la suite de ces échanges directs, le président Kafando a reçu plusieurs présents de la communauté burkinabé de Côte d'Ivoire. Notons que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, Abdou Touré, en fin de mission, a été décoré pour services rendus. Il a été élevé au rang d'officier de l'ordre national du Burkina Faso. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale sur la période 2016-2019 au cœur d'une séance de travail à la primature. Elle a réuni hier le chef du gouvernement et le groupe de la Banque mondiale. Le gouvernement entend d'ici 2030 œuvrer à l'éradication complète de l'extrême pauvreté. Alexis Ouedraogo. Le dernier Conseil des ministres a annoncé une nouvelle disposition, l'école obligatoire. Elle fait obligation aux parents de mettre leurs enfants à l'école sous peine de sanction. Cette mesure nécessitera des frais importants, la construction d'écoles pour recevoir tous ces enfants et le paiement des salaires des enseignants qui verront leur nombre augmenter. Pour faire donc face à ces dépenses, l'État a besoin de partenaires, des partenaires comme le groupe de la Banque mondiale. Les interventions du groupe de la Banque mondiale pour accompagner la Côte d'Ivoire à l'émergence devraient contribuer, 1, au renforcement de la bonne gouvernance, 2, la stabilité macroéconomique et financière pour mener de bonnes politiques sectorielles et améliorer le bien-être des populations. Le groupe confiant du potentiel existant dans le pays a récemment effectué des consultations en vue de définir des stratégies efficaces d'appui au développement. Il nous paraît extrêmement important de revenir vers le gouvernement pour voir si nous avons bien reflété les informations que nous avons reçues et si la direction que notre groupe de la Banque mondiale entend prendre en Côte d'Ivoire répond à leurs attentes et en même temps si elle s'avère efficace pour accompagner l'ambition d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Il était important également de voir comment cette économie va encore être plus robuste au niveau de la sous-région pour que le pays reste leader au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais en même temps qu'elle tire également toute la sous-région vers le haut. Un geste que salue le gouvernement ivoirien. Nous avons fait un travail, je crois, porteur d'avenir. Nous estimons qu'avec les 50 ans de coopération que nous avons avec la Banque mondiale, nous avons un couple qui est, disons, que se connaît très bien et qui va donner d'excellents résultats donc, dans les années à venir, dans les 4 années qui ont donc été indiquées. C'est la première fois que le groupe Banque mondiale et la SFI se mettent ensemble pour définir un axe de coopération pour un pays. Objectif, éradiquer l'extrême pauvreté d'ici 2030 et créer des emplois de meilleure qualité. Après-demain, le président de la République sera en visite dans la région des Grands Ponts. À Grand Laou, les populations s'organisent pour offrir un accueil chaleureux au couple présidentiel. La ville est également en réaménagement depuis une semaine. Le constat de Doigt des Lasers.
La ville de Grand Laou est peau neuve. Toutes les rues et voiries sont en réhabilitation. Raison de ce changement, la visite du chef de l'État Alassane Ouattara dans la localité le 3 août 2015. Les populations se mobilisent pour offrir à leur illustre hôte un accueil chaleureux. Les femmes du département de Grand Laou sont venues témoigner leur désir de voir sur leur sol le couple présidentiel. Quand on avait appris qu'ils n'allaient plus venir, on a eu un peu peur. S'il y a des femmes très battantes, des femmes courageuses qui ont envie de travailler, mais que par manque de moyens, ces femmes-là ne peuvent pas travailler. On voudrait que Mme Alassane Ouattara vienne nous donner du moyen, nous les femmes de Grand Laou, pour travailler. On souffre, il n'y a rien chez nous ici. Moi je veux que si Dominique Ouattara vient, il n'a qu'à nous donner quelque chose qu'on peut se débrouiller avec ça jusqu'à vieillir. À Grand Laou ici, nous avons besoin que le président fasse des entreprises pour que nos enfants puissent travailler. Les jeunes ne disent pas le contraire. On attend du président Alassane une ouverture par rapport à l'insertion de la jeunesse. Les problèmes sont nombreux. Je sais que lui seul ne peut pas faire face, mais ce qu'on doit faire encore pour que Laou soit bien. Pour le premier magistrat de la ville, la visite du président de la République, Alassane Ouattara, dans sa localité, est un soulagement. Déjà, le chef de l'État a entrepris avec la première dame des actions fortes pour le développement du département de Grand Laou, de la commune et de toutes les localités. Les chefs traditionnels, les jeunes, les cadres, toutes les filles et tous les fils, dans toute leur diversité, sont mobilisés et vont réserver l'accueil le plus chaleureux. L'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à Grand Laou le 3 août prochain est considérée comme un événement historique pour les populations qui ne veulent pas rester en marge de l'émergence prônée par le chef de l'État. Ce matin, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était à Blocos, dans la commune de Cocody. Elle a assisté à la messe d'action de grâce célébrée par le cardinal Jean-Pierre Coutois. C'était à la paroisse Saint-Pierre du village. Le compte-rendu complet de Viviane Aïmen dans nos prochaines éditions. Dans 72 heures se tiendra une cérémonie marquant le lancement officiel de l'opération d'indemnisation des victimes survenues en Côte d'Ivoire. Annonce faite hier par le président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes Conarive, Monseigneur Awana Siméon. Le reportage de Gabriel Zani. Le chef de l'État va indemniser plus de 4000 victimes le mardi 4 août. Alassane Ouattara veut accélérer le processus de réparation des préjudices subis par les populations lors de la crise sociopolitique. Ce vendredi 31 juillet, le président de la Conarive, Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, s'est entretenu avec les associations des victimes. C'est d'abord de rassurer les victimes que ce que le chef de l'État va faire le 4 août, c'est, disons, booster le processus d'indemnisation. L'objectif, c'est de dire que l'indemnisation commence et que c'est une réalité. L'archevêque de Bouaké justifie cette procédure du chef de l'État. Et le chef de l'État a décidé de prendre sur une liste vérifiée, vérifiable, un groupe sur le fichier de la Commission nationale d'enquête. Donc ça dit que c'est des victimes qui ont déjà été enquêtées. Même s'il revient à la Conarive de procéder à l'indemnisation des victimes, le chef de l'État peut s'arroger aussi ce droit afin de soulager les populations. Les associations des victimes espèrent seulement que le 4 août ouvre la voie à l'indemnisation des victimes qui ne seront pas sur la liste. Je suis rassuré. Je souhaitais qu'on prenne même par ordre d'arrivée des dossiers ceux qui sont déjà prêts et puis continuer avec le reste. Le délai de 3 mois accordé à la Conarive pour consolider un fichier unique des victimes et des ayants droit des victimes a expiré. Ce fichier devrait servir à dresser une liste provisoire, étape importante dans la réparation des torts. La nouvelle d'indemnisation par le chef de l'État rassure les associations des victimes. En politique, le parti ivoirien des travailleurs PIT a un nouveau président. Le professeur Joseph Seka Seka a été désigné à ce poste à l'issue d'un congrès extraordinaire. Il remplace Daniel Akaïzi. Gabriel Zani. Le président du groupe pour la légalité au PIT, Joseph Seka Seka, devient le nouveau président du parti ivoirien des travailleurs.
Une élection intervenue ce samedi au terme du 4e congrès extraordinaire tenu pour donner de la légitimité au parti qui connaît une crise interne depuis janvier 2013. Nous tirons notre légitimité de la demande des bases, les militants qui aujourd'hui ont signé la pétition à plus de 2/3, ce qui nous conforte, nous donne les arguments pour organiser ce congrès extraordinaire. Cette élection est un nouveau départ pour le Parti ivoirien des travailleurs. D'ailleurs, le thème retenu pour ce rassemblement des militants est « Une dynamique nouvelle pour un PIT nouveau ». Nous allons donner mission à ces organes dirigeants, à tous les membres de la direction, d'aller sur le terrain vers nos bases pour les revigorer, pour reprendre le combat, pour reprendre la lutte politique pour le PIT, afin que le PIT redevienne un parti respectable et respecté sur l'échiquier politique. Le nouveau président annonce l'appartenance du PIT nouveau à la coalition du Rassemblement des oufouettistes. Et justement, le Parti ivoirien des travailleurs s'engage dans le renouveau et fait son entrée dans l'alliance RHDP. Au sortir de son congrès, le parti signe son entrée en force dans la vie politique ivoirienne. Dans le reportage qui va suivre, les militants expriment leur engagement dans la vision dégagée par le nouveau président. Un PIT nouveau est né ce samedi au terme du 4e congrès extraordinaire du parti. Le PIT se mourait. Et aujourd'hui, nous avons un président qui va nous aider à remettre le PIT à sa place. Parce que nous avons besoin que tout le pays entier sache que nous existons. Le PIT a à peine obtenu 1% de voix au scrutin présidentiel de 2010, sorti de la léthargie dans laquelle le parti est plongé, a motivé la tenue de ce congrès. Mais aujourd'hui, pour les militants, il est important pour le PIT de s'impliquer davantage dans le RHDP. Question de bonne appréciation du travail d'Alassane Ouattara, selon les militants. En 4 ans, le monsieur a fait plus que nous pouvions l'imaginer. Et je crois que pour cela, il faut que nous lui apportions notre soutien pour qu'ensemble, nous sortions la Côte d'Ivoire du sous-développement pour atteindre le cap de l'émergence. Nous soutenons le RHDP parce que nous pensons que ce que le président Alassane a fait est énorme. Il n'y a pas de guerre. La stabilité a regagné notre pays. Les opérateurs, les bailleurs de fonds sont en train d'investir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous voulons? C'est pour faire travailler les Ivoiriens, les jeunes surtout, que nous sommes. Ce sont plus de 200 militants de base qui ont répondu présents à l'invitation de ce 4e congrès extraordinaire du PIT. Le but, marquer leur adhésion au changement dans le parti. L'actualité politique, c'est aussi cette tournée du président de l'Union démocratique et citoyenne UDC dans la fédération de Sassandra et San Pedro. Ce contact avec les structures de base du parti a pour but de sensibiliser les Ivoiriens à la consolidation de la paix, la réconciliation, tout en privilégiant le dialogue à 3 mois de la présidentielle. Moussa Koulibaly, Sylvie Touré. L'UDC, le RDR, le MFA et la chefferie traditionnelle sur la même tribune à Sassandra. Plus qu'une image, c'est un message, selon Melek Théodore, un message d'union que la classe politique dans son ensemble devrait saisir et promouvoir pour offrir aux Ivoiriens une paix durable. Quelle que soit la guerre, Oufoué-Boigny a dit il faut commencer à parler d'abord. Parce que Tchoko, vous allez vous asseoir pour parler. Selon le président de l'UDC, c'est cette démarche qui a abouti à la libération des prisonniers de la crise post-électorale, améliorant ainsi le climat socio-politique. C'est pourquoi dans cette tournée, Melek Théodore appelle les populations à la réconciliation et au pardon, surtout à 3 mois de l'élection présidentielle. Dans quelques mois, dans quelques semaines, les Ivoiriens qui veulent vous commander, qui veulent être vos présidents, vont se mettre en campagne. Moi, je dis que je ne suis pas dedans. À Sago et à Dakwadou, le message du président de l'UDC et sa délégation n'a pas varié. Il a exhorté les Ivoiriens au vivre ensemble et annonce que son parti tiendra une convention le mois prochain pour décider de nouvelles orientations. La coalition des Agora et Parlement de la commune de Yopougon fait son entrée à l'Union pour la démocratie et la paix UDPCI. Adhésion consacrée samedi lors d'un meeting à la place CP1 de Yopougon. Le compte rendu de Moussa Koulibaly est commenté par Abou Sanogo.
18 mouvements de la commune de Yopougon, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, décident de rejoindre l'actuelle mouvance présidentielle par le biais d'Albert Mabrito Accuse. Il s'agit des agoras et parlements. Leur volonté de s'inscrire dans une nouvelle dynamique, ils l'ont affirmé au cours d'un meeting à Yopougon. Pour ces anciens animateurs de débats politiques sur les espaces publics, le radicalisme politique ne doit plus avoir droit de citer. Le président Alassane Ouattara nous quittons l'extrémisme politique qui ne nous mène à rien, le jusqu'au-boutisme qui en réalité amène nos camarades à l'abattoir. Je demande à tous les jeunes patriotes, à tous les patriotes de Côte d'Ivoire de mettre bas la terre, de ne pas créer la guerre une deuxième fois. À l'UDPCI, la démarche est qualifiée de louable. Promesse a été faite à l'occasion de leur trouver un profil politique. Ils auront leur place auprès du président Mabrito dans son combat. Il y aura la place pour chacun d'entre eux à l'UDPCI. L'UDPCI n'est pas saturé. L'UDPCI fait la promotion de la jeunesse et nous en sommes un exemple. Et qu'ils viennent, ils auront leur promotion. Pour le reste, il a été demandé aux nouveaux reconvertis de sensibiliser les autres camarades restés sur la nécessité de s'inscrire dans le train de l'émergence. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de l'actualité politique. Dans un autre registre, on s'intéresse aux cautions des loyers d'habitation ou à usage commercial. Celles-ci sont fixées au gré des propriétaires, une pratique qui crée des tensions. Un projet de loi est en cours de préparation pour mettre fin à l'anarchie. Pour l'heure, la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier sensibilise les populations sur les baux d'habitation et à usage professionnel. C'est un sujet de Lansine Bakayoko commenté par Adama Kone. Ce code foncier urbain en gestation exigera que la caution du logement et des bâtiments à usage professionnel en Côte d'Ivoire n'excède plus 2 mois. L'avance à payer, elle, sera seulement de 1 mois. En tous les cas, avec cet encadrement législatif, les choses ne seront plus comme avant. Le gouvernement sera très intransigeant là-dessus, pour la simple raison qu'il faut que nos compatriotes soient protégés. Il n'y a absolument aucune raison qui puisse justifier, quel que soit le niveau d'investissement que l'on a mis sur pied pour réaliser son immeuble, que l'on puisse demander à un Ivoirien de payer 12 mois d'avance ou 1 an de caution. C'est totalement inacceptable. Ce nouveau dispositif réjouit énormément les professionnels du secteur. Réunis au sein de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, ils ont élaboré 2 types de contrats de bail. Le premier, le contrat de bail d'habitation, a pour principale clause la révision du loyer. Cette révision plafonne l'augmentation de loyer à 10% tous les 2 ans. Le second, le contrat de bail à usage professionnel, la nouvelle appellation du bail commercial, sera commercialisé par la Chambre de commerce et d'industrie. Au moyen de ces 2 baux, les agents immobiliers agréés attendent ainsi sécuriser les rapports propriétaires et locataires. Avec cette démarche que nous entreprenons, la caution sera bloquée pour que les Ivoiriens ne soient plus pris en otage par un propriétaire qui va demander des cautions exorbitantes. Selon le gouvernement, le projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale en septembre prochain. C'était plutôt un commentaire de Noël Niagno. La Côte d'Ivoire, dans une dynamique de relance économique, attend beaucoup de la mise en œuvre de son plan national de développement, lequel programme devrait conduire à l'émergence du pays. À 5 ans de cette échéance, une interrogation demeure. Quelle politique pour l'émergence de champions économiques nationaux? Un sujet abordé à la faveur de la table ronde organisée par le Cercle libéral. Cette table ronde a regroupé de nombreux experts venus des secteurs d'activités diverses. Nous sommes appelés à aller à l'émergence. Cela veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, l'émergence avec quel outil? Quand on dit quel outil, quelle entreprise? Et parce que de la réponse à cette question sur la qualité des entreprises qui vont construire l'émergence. Parce que l'entreprise construit l'emploi, elle participe à la richesse et de la qualité de cette entreprise dépend de la consistance de votre émergence. Effectivement, tous ces acteurs ont admis que l'économie ivoirienne a besoin d'entreprises performantes portées par des champions nationaux, des entreprises compétitives qui récupèrent des parts de marché intérieur et qui engagent la bataille de la conquête des débouchés extérieurs.
Les ressources existent, les entrepreneurs ont de l'envie, mais il reste à échafauder une stratégie. Il faudrait développer davantage une formation professionnelle, une formation technique, une formation professionnalisante qui soit en synergie avec le secteur privé, avec les entreprises et qui fasse en sorte qu'un grand nombre de jeunes deviennent des entrepreneurs et financés à partir de l'intérieur. Et un financement interne, c'est-à-dire que les capitaux des entreprises ne soient pas des capitaux étrangers, mais soient des capitaux des nationaux. Un champion national est une entreprise plus ou moins soutenue par l'État pour devenir le producteur ou le prestataire dominant sur le marché national. Il devrait également pouvoir compétir avec des concurrents étrangers. Revue conjointe des politiques agricoles et suivi évaluation. C'est le thème de l'atelier de formation qui a pris fin hier ici à Abidjan. La rencontre a réuni des experts africains du domaine agricole, initiée par l'ECOWAP, la commission de la CEDEAO en partenariat avec le NEPAD. Il s'est agi pour les participants de faire le point de la mise en œuvre des politiques agricoles et contribuer à la réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Guillaume Zéré, Patricia Omouetia. Politique agricole de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, ECOWAP. Son objectif, contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. En initiant cet atelier de réflexion autour du thème « Revue conjointe des politiques agricoles et suivi-évaluation », elle permet à ces experts de plancher sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire dans le domaine de l'agriculture sur les 10 années à venir. On constate que quand les dispositifs sont placés à un plus haut niveau, la mobilisation des décideurs est plus facile, la mobilisation des financements est plus facile. C'est de permettre à tous les pays membres de se retrouver pour harmoniser leur système de production, d'évaluation, afin de pouvoir permettre aux populations d'avoir accès à des produits agricoles améliorés. Atteindre des résultats positifs pour le bien-être des populations, un objectif noble qui a besoin d'être consolidé. Ici, il s'agit surtout de mise en œuvre au niveau pays et de voir avec les partenaires au développement qu'est-ce qui peut être fait en termes d'investissement pour aider chaque pays. En Afrique, l'agriculture repose principalement sur des exploitations familiales de très petite dimension. Malgré cela, elle constitue l'un des fondements de l'économie. En août 2003, au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'emploi et la réduction de la pauvreté, les chefs d'État ont pris l'engagement de lui consacrer au moins 10% du budget du fonctionnement de leur pays. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique prône l'excellence. Kandia Camara vient de procéder à une remise de prix aux meilleurs élèves des agents de la SODEFOR. 63 élèves du cycle primaire au secondaire primé. Ces élèves, ce sont les enfants des agents de la Société de développement des forêts, SODEFOR. À travers ce geste, la mutuelle de la SODEFOR, dénommée Iroko, vise la célébration de l'excellence. Et c'est Anne, jeune bachelière, qui obtient le prix du meilleur des meilleurs en série D. Elle a obtenu une moyenne générale annuelle de 15,70 sur 20 et 314 points au baccalauréat session 2015. Au nom des lauréats, elle a donc exprimé leur reconnaissance. Nous, les lauréats, prenons la ferme résolution de donner le meilleur de nous-mêmes afin de vous rendre fiers de nous et de porter haut les couleurs de notre pays. Cette fête de l'excellence a enregistré la présence du ministre des Eaux et Forêts et celui de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Kandia Camara a félicité les lauréats. Quand on a été montré en exemple, il faut toujours rester au sommet. Cela exigera de vous des efforts permanents et un savoir-faire indéniable. Un jour spécial pour Gorebi, agent de la SODEFOR. 4 de ses enfants sont récompensés. En plus de nos valeurs que nous donnons, il y a aussi les valeurs religieuses qui inspirent aussi nos enfants. La paix à la maison, tout ça, ça encourage nos enfants à travailler dans une sérénité. La mutuelle Iroko des agents de la SODEFOR est un cadre social créé par les agents pour se divertir, maintenir un bien-être et une harmonie entre les agents et leurs familles au sein de l'entreprise en dehors des activités professionnelles. L'hospitalité, une valeur essentielle pour le peuple du Woroba.
Les populations de ces districts l'ont démontré au cours de la visite d'État que le président de la République qui a effectué, le témoignage de Mamadou Kouassi. Le Yoruba a toujours été une terre d'hospitalité au dit des fils et filles de cette partie de la Côte d'Ivoire. Et cela s'est traduit en actes lors de la récente visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. Une visite effectuée du 22 au 26 juillet dernier. Pendant une semaine, les différentes localités en général et la ville de Séguéla en particulier a vibré au rythme de l'ambiance populaire. Des spectacles et autres concerts ont permis aux jeunes d'échanger et de danser. Les femmes de Séguéla ne sont pas restées en marge de cette mobilisation. Première ambassadrice de cette hospitalité, ont à travers le groupement des femmes dynamiques de Séguéla organisé des moments d'animation. Elles ont dansé et chanté à travers les quartiers de la ville de Séguéla pour transmettre le message de paix et de cohésion pour une Côte d'Ivoire prospère et développée. Et c'est l'heure de la page culture, et qui de mieux que le ministre de la Culture et de la Francophonie pour l'ouvrir. Maurice Kwaku Bandama a donné hier le top départ pour la tenue des manifestations au Palais de la Culture de Treichville. Il a aussi annoncé la fin de la gratuité et des faveurs dans la location des salles de cet établissement qui avait été fermé au public pendant 2 années. Issaïo Aboussanogo. Après 2 années de fermeture, le Palais de la Culture ouvre enfin ses portes au public. Une cérémonie d'ouverture, signe du démarrage des activités culturelles dans des salles rénovées avec du matériel technique de pointe. Désormais, rentabilité et rigueur dans la gestion sont les nouveaux défis du directeur général. Les salles que nous avons, avec le matériel que nous avons dedans, par exemple la Soulouga, elle aurait dû coûter au moins 15 millions. Le ministre a souhaité que les prix soient compétitifs et que les rapports soient les meilleurs. Ce sont les promoteurs de spectacles qui font les spectacles, ce ne sont pas les artistes. Je pense que l'ouverture du Palais de la Culture est pour nous une aubaine. Fini la gratuité de la location des salles au Palais de la Culture, a indiqué le ministre Bandama Kwaku Maurice. Il a affirmé que toutes les dispositions sont prises pour l'entretien de ce temple de la culture. Nous avions à soumettre ce palais à privatisation, ce qui aurait renchéri les coûts de location et l'accès aux artistes les moins fortunés. Mais le Premier ministre et le Président de la République ont accepté que nous puissions continuer la gestion administrative, je dirais publique, mais avec des soucis de rentabilité. C'est-à-dire que nous mettons fin à la gratuité. Nous mettons fin aux réductions. La réhabilitation du Palais de la Culture Bernard Dadier a coûté 24 milliards de francs CFA. La Chine a participé à hauteur de 15 milliards et la Côte d'Ivoire 9 milliards de francs CFA. Et ce soir, dans la page culture, une histoire pour le moins inédite. Il est question de mariage de prêtres. Le titre de l'œuvre, Le divorce de Dieu, une œuvre de Justin Miezan, qui est notre invité. Avant notre entretien, je vous propose de suivre ce commentaire de Sita Soro. C'est connu, les prêtres sont tenus au célibat et à l'abstinence sexuelle. Vœu de chasteté, qui par contre n'est pas toujours facile à respecter à Séganda, ville imaginaire où le sexe est devenu anodin. Dans son œuvre intitulée Le divorce de Dieu, Justin Ankomieson relate l'histoire d'un jeune prêtre, l'abbé Jérémy Moli, fraîchement sorti du grand séminaire et affecté à Séganda. Coupable d'être trop beau aux yeux de ses paroissiennes, l'abbé Jérémy Moli subira un harcèlement sans précédent. Le jeune prêtre résistera aux avances de ses fidèles parce que selon lui, marié à Dieu, jusqu'au jour où l'une d'entre elles, pour arriver à ses fins, use d'un filtre d'amour en vue de le faire succomber. Justin Ankomieson, à travers cette histoire, veut interpeller les prêtres et au-delà les hommes de Dieu sur leur relation avec les femmes qui les fréquentent, car elles ne sont pas toutes animées de bonnes intentions. Aussi s'interroge-t-il sur la possibilité de vivre sa foi dans un monde en perdition, un monde où les mœurs sont dissolues. Le divorce de Dieu sont 2 pages qui ouvrent une brèche, selon l'auteur, sur la question de la chasteté et du célibat des prêtres catholiques.
Justin Miessan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diarra-Souba. D'abord, le titre de votre œuvre, Le divorce de Dieu, vous ne trouvez pas que c'est un peu fort? Non, ce n'est pas un titre assez fort, parce que j'ai trouvé ce titre parce que j'ai pensé que nos multiples péchés pourraient pousser un jour, tôt ou tard, Dieu à divorcer d'avec nous. Et dans cet ouvrage, on l'a vu tout à l'heure dans l'élément, succinctement, vous relatez l'histoire de l'abbé Jérémie Molly, un jeune curé qui a été victime de sa beauté dans sa paroisse. Effectivement, c'est l'histoire de l'abbé Jérémie Molly qui est sorti nouvellement du grand séminaire et qui est affecté à Séganda, une ville imaginaire. Et là, il est l'objet de harcèlement sexuel de la part des paroissiennes parce qu'il a avec lui en faveur une plastique. Une plastique, c'est-à-dire? La beauté physique. D'accord. Et dans la suite de l'histoire, l'abbé Jérémie Molly finira par succomber à la ruse d'une jeune paroissienne du nom de Philippe dit Obi. C'est quoi vous mettez en doute, la résistance des prêtres face aux femmes? Non, je ne mets pas en doute la résistance des femmes, mais je la dis résistance des prêtres, la résistance des prêtres. Je dis que les prêtres ne sont pas à l'abri du mal. Ils ne sont pas à l'abri du mal. Ils sont tout aussi exposés que nous tous au mal. Un peu plus loin, vous écrivez que l'abbé en question va basculer carrément dans la fornication jusqu'à cette rencontre fatale avec une revenante. C'est une histoire bien mystérieuse. Oui, quand on a goûté au filtre d'amour, on succombe. Et là, l'abbé Jérémie Molly est tombé dans la déchéance. Il était irrésistible face aux femmes. Et c'est ce qui l'a poussé à succomber. J'avoue qu'on est tenté de rester sur sa fin avec l'épilogue de cette histoire. Est-ce que Justin Miessan a choisi de faire triompher le mal sur le bien? Non, je ne pense pas que ce soit... En fait, le fait même que certaines personnes pensent que le mal triomphe du bien, ce n'est pas un fait nouveau. De tout temps, le mal a triomphé du bien. Les balbutiements de notre monde actuel, matérialisés par l'homosexualité, par les guerres inutiles, les viols, les vols, tout ceci vante la victoire du mal sur le bien. Justin Miessan, je précise que vous êtes chrétien catholique. Vous êtes pour ou contre le mariage des prêtres? Moi, j'estime que les prêtres devaient se marier. Pourquoi? Cela mettrait peut-être fin aux différents scandales qui secouent le milieu de l'Église chrétienne. Les scandales liés à la pédophilie, aux attouchements dans ce milieu. Et je pense bien que si les prêtres se marient, tout ceci pourrait peut-être prendre fin. Parce qu'ailleurs, pour d'autres religions, chez les méthodistes par exemple, les pasteurs se marient. Et on n'assiste pas à ces scandales-là liés au sexe. Vous le dites courageusement, étant chrétien catholique, ce n'est pas un blasphème que de le dire? Non, je ne pense pas. Parce qu'il n'est écrit nulle part que les prêtres ne devaient pas se marier. Il n'est écrit, il n'y a aucun passage biblique qui le dit. Donc pourquoi ne pas leur permettre de se marier pour que l'Église catholique se porte mieux? En dehors de ce combat que vous entendez mener, Justin Miessan, y a-t-il d'autres raisons qui ont prévalu à la rédaction de cet ouvrage? D'autres raisons? Non, les trois raisons qui m'ont poussé à écrire cet ouvrage sont que je voulais simplement interpeller les prêtres, leur dire de faire attention à leur entourage, surtout aux paroissiennes qui tournent autour de la paroisse. Voilà la raison essentielle. Justin Miessan, vous êtes directeur d'école primaire, autant le souligner. Je rappelle que vous êtes à votre deuxième ouvrage, après le premier, qui est intitulé « Tombe nuptiale ». Pour le prochain livre, faut-il déjà s'attendre à une histoire au-delà de l'irréel? Non, le prochain livre va parler de nos mœurs, le 10e enfant. Dans certaines traditions, le 10e enfant est banni, est refusé. Donc le prochain livre va parler du 10e enfant. Merci à vous, Justin Miessan. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette œuvre, Le divorce de Dieu, dans laquelle vous relatez l'histoire d'un prêtre qui a succombé à la beauté d'une jeune dame. On termine en sport football avec la demi-finale de la 52e édition de la Coupe nationale 2015. La rencontre a opposé au stade Robert Champroux de Marcory, Africa Sport d'Abidjan contre Williamsville Athletic Club. Un score qui s'est soldé par la victoire des Aiglons qui ont désormais la clé pour la finale qui se jouera à Gagnoa. L'Africa Sport a battu le
WAC sur 5 tirs à 4 au tir au but. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.